première question ici. Merci, madame, pour cette première question qui va donc nous permettre de lancer les débats. Je vous proposerai à chacune et chacun de vous présenter pour qu'on puisse vous situer, si vous le voulez bien. Bonjour, Isabelle Mandon de la Adréal Occitanie. Je voudrais m'adresser à Anne Bonis, tout simplement pour demander peut-être plus de détails sur la base de données que vous évoquez dans le cadre du suivi des sites et comment ça peut se décliner et comment ça peut se mettre en place. Merci de votre question. En effet, il y a un enjeu très fort autour des bases de données. Alors, c'est une question qui me permet de parler de ce point important, qui est important à la fois pour Patrinat, le ministère, dans le cadre du SINP, qui rejoint aussi des préoccupations de chercheurs et du monde académique, puisque j'ai aussi contribué à un programme qui s'appelle VEJ France, qui est en cours d'élaboration, autour de la compilation et de bases de données floristiques anciennes, récente sur toute la végétation. Donc là, dans ce cadre-là, l'idée, c'était bien d'aller chercher à la fois des sites Natura 2000 et des équipes de recherche qui avaient déjà développé un engagement, disons, sur les prairies de ces zones-là, et d'acquérir, de pouvoir compiler à la fois une base de données déjà existante, par exemple dans VEJ France. Il y a par exemple la base de données Orsay qui a été travaillée dans ce cadre-là, qui pourrait être mise au service, mais il y a encore du travail, parce qu'il y a pas mal de repérage à faire, etc., qui pourrait être mis au service du projet, des données qui, en concertation avec les fournisseurs de données dans les différents sites ou dans les équipes rattachées, pourront aussi rejoindre cette base de données. Et puis, bien sûr, on produira des données pour pouvoir comparer, les observer à des bases de données anciennes ou plus larges. Donc ça rejoint aussi tous les efforts de typologie des végétations qui se font dans le cadre du PVF2, d'où l'intérêt dans le consortium de recherche d'avoir des équipes qui sont très engagées dans des aspects de typologie phytosociologique. Par exemple, il y a des membres de la Société française de phytosociologie qui déclinent des classes pour ce travail de PVF2 qui pourront incorporer, qui intègrent le projet. Et donc, dans VEJ France, on aura aussi bien des relevés stationnels qui seront compilés et des données qu'on appelle syntaxonomiques, qui sont donc des typologies PVF2. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci. Apparemment, oui. Vous avez l'air d'opiner du chef. Question suivante, y a-t-il d'autres mains qui s'étaient levées? Voilà, on va vous passer. Vous avez le micro déjà qui va vous permettre de vous présenter également. Alors, le micro va s'ouvrir. Normalement, n'y touchez pas, mais je pense que tout se passe en régie, me semble-t-il. Sophie Bourlon, du parc naturel régional du Luberon. J'avais une question par rapport au programme de recherche sur place et le lien aussi avec les Coussouls du Crau. Vous aviez évoqué tout à l'heure, Monsieur Dutoit, le réseau Coussoul qui est en projet. Et je voulais savoir les coopérations avec le programme Alpage Sentinelle, si effectivement il y avait déjà des réflexions, parce que nous, territoire Ventoux, Luberon et les Alpes plus au nord sont engagés dans ce programme et on aimerait bien aussi pouvoir échanger à ce sujet. Pour l'instant, on est juste au début de notre réflexion sur cette nécessité en fait de mettre en place le même système qui a été mis avec Alpage Sentinelle, donc pour des milieux de plaine. Donc pour l'instant, on est en contact avec le réseau qui est quand même déjà plusieurs années derrière lui de résultats. Et la difficulté en fait, c'est d'adapter les objectifs en fait de ces suivis en montagne avec des objectifs qui sont typiquement de plaine. Et pour nous, c'est de trouver en fait quelles vont être les zones qu'on appelle observatoires, celles sur lesquelles on va faire les suivis. Donc pour l'instant, il y a une réflexion qui est strictement au niveau de la zone Natura 2000 Coussous de Crau et de la réserve nationale des Coussous de Crau. C'est open, comme on dit maintenant chez les jeunes, quoi. La possibilité de se joindre à cette réflexion sans problème, quoi. Mais voilà, on est vraiment au tout début et vraiment l'idée c'est d'éviter en fait ce qu'on constate, la difficulté de réinvestir des données anciennes et donc de mettre en place ces observatoires pour qu'ils ne manquent pas demain, quoi. Anne Bonis. Oui, si je peux compléter, du coup, alors il y a une équipe qui travaille beaucoup pour Alpage Sentinelle, notamment avec Grégory Lukugara qui travaille sur le Vercors, qui est intégré dans le programme Surpass, comme Thierry avec son équipe. Donc l'idée, c'est qu'on cherche les conditions optimales de mutualisation et des méthodes et des protocoles, des bases de connaissances et des données. Donc typiquement, on avait 2 jours de réunion, on a commencé à discuter quels étaient les meilleurs
les sites les plus intéressants, et donc on a le souci là. Après, la seule limite, c'est que c'est un projet encore qui est de recherche, et donc c'est pour ça que je parlais d'embryon de mise en place, parce qu'il y a tout un test de protocoles et de critères, et donc on ne peut pas encore élargir le réseau de sites à tout l'existant. Mais voilà, on cherche bien sûr cette coordination-là. Merci. Thierry Dutoit, j'avais une petite question très personnelle pour ma gouverne. Vous avez évoqué l'évolution de pratiques pastorales tout à l'heure sur l'accro. C'est lieu de moindre transhumance, il y a de plus de sédentarisation de l'élevage, c'est ça? Ou qu'est-ce que vous avez voulu Non, c'est un changement des pratiques en fait, qu'on hérite de changements de pratiques en montagne, avec notamment, comme vous le savez, des filets qui sont de plus en plus utilisés en montagne par rapport à la propatique loup, qui vont être également réinvestis en fait en plaine. Un changement des pratiques de gardiennage, on passe du gardiennage à pied de plus en plus à du gardiennage en quad ou en véhicule. Donc effectivement, c'est pas sans conséquence en fait sur la végétation. Effectivement, une évolution des techniques. Alors ça, c'est les évolutions récentes qui sont dues à la problématique loup en montagne. Il y en a d'autres déjà plus anciennes. Voilà. Notamment une plus grande concentration des troupeaux, j'imagine, autour de quelques bâtiments. Ce qu'on a vu sur votre photo, par exemple, un élevage moins dispersé, peut-être, pas forcément. Oui, notamment, il y a disparition en fait de petits troupeaux, et puis il y a surtout en fait, une meilleure. Nos résultats, ils montrent en fait une meilleure efficacité en fait de la pratique du pâturage de parcours, dans le sens où la végétation qui disparaît témoigne quelquefois en fait un peu de morceaux. On va pas dire qui étaient sous-pâturés, ce serait un bien grand mot, mais qui étaient moins pâturés. Et de fait, avec notamment l'allottement, l'utilisation de l'eau, de troupeaux, etc., et de plusieurs bergers effectivement qui sont distribués sur des grands élevages, il y a une homogénéisation en fait de la pression pastorale sur l'ensemble de la zone qu'on n'avait peut-être pas dans les temps historiques. Voilà. Ok, merci pour cet éclairage complémentaire. Question suivante, quelqu'un est-il en possession du micro? À ce stade, pas de main qui se serait levée. Si, en voici une. Profitez de ce temps que nous avons effectivement prévu de vous consacrer, parce que ça aura lieu à 3 reprises, comme je vous le disais en introduction ce matin, et c'est vraiment le meilleur moment d'échanger pour continuer justement de préciser les choses et permettre à nos intervenants de préciser ce qu'ils n'ont pas pu inscrire dans le temps qui leur était imparti. Oui, bonjour, Adrien Simon, conservatoire d'espace naturel Normandie. Une question qui s'adresse plutôt à Sébastien Etienne sur la dernière présentation concernant l'évaluation. J'ai eu le sentiment un peu dans ta présentation que vous aviez un peu, tâtonné peut-être pour trouver la bonne méthode d'évaluation vous permettant de bien vous placer. J'imagine que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là, à l'échelle nationale. Est-ce que tu penses que les réflexions sur les méthodologies d'évaluation sont abouties avec la V2, ou est-ce que cette version 2 n'est encore que la première d'une longue liste ? Oui. On a tâtonné parce que le monde scientifique et les gestionnaires ont tâtonné. En fait, on a tâtonné avec les autres. L'application de la V2, moi, m'a bien convenu. Je pense qu'elle a bien représenté l'état que je m'en faisais. C'est une forêt que je connais depuis longtemps. Je suis pas mal investi dessus. Elle me semble efficace. Après, dans cette V2, il y a deux approches. Il y a une approche pour les gestionnaires qui se sentent forestiers, avec de la mesure de surface terrière, de la placette temporaire, de la description, quelque chose de très robuste qu'on va pouvoir rendre contractuel, mais il reste toujours un petit peu d'approche dire d'expert, parce que sur certains critères, vous pouvez basculer d'un à l'autre, et ça, moi, le dire d'expert, malgré que j'ai bien pratiqué ma forêt, être capable de donner un volume de bois mort à dire d'expert pour quelqu'un qui circule, c'est infaisable. Donc cette V2, à mon avis, elle bougera assez peu, mais elle va sans doute, si elle évolue, elle ira plus vers de la professionnalisation des gens qui vont la mettre en œuvre. Je pense que un peu dans l'esprit de RNF, quand on a fait la méthode RNF, on s'est dit on va s'adresser à des forestiers ou à des gens capables de venir se former sur les mesures forestières. Et je pense que la V2 du muséum aura besoin d'aller vers ça aussi. Merci pour cette question et cette réponse dans la foulée. Autre intervention, je me penche un peu pour pas trop être c'est bon, ici là. Devant, c'est parfait. Bonjour, Emmanuel Champion, LPO. Donc c'est aussi une question pour Étienne qui vient dans la suite de celle qui vient d'être posée. Nous, on est sur des sites Natura 2000 qui sont des sites de vallée dans l'ouest de la France, avec un foncier qui est du coup entièrement privé, extrêmement morcelé. Donc on avait tenté également une évaluation de l'état de conservation avec la V1,
avec les mêmes difficultés. Les personnes en charge ont dû, dès le départ, essayer de la croiser avec la méthode RNF pour essayer de contrebalancer simplement des aspects méthodologiques qui ne pouvaient pas s'appliquer dans un foncier aussi morcelé avec autant de variables. Donc il avait fabriqué, je dirais, une mix un petit peu à l'image de votre troisième tentative. Mais est-ce que tu penses, Étienne, que la V2 du muséum maintenant est plus applicable en contexte foncier aussi morcelé que les forêts de l'ouest de la France, ou est-ce qu'elle fait toujours référence à des espaces forestiers de grande surface et sur lesquels on a une visibilité foncière et d'usage maîtrisable? Alors pour moi, elle est applicable également dans ton contexte, à partir du moment où ta carte des habitats est suffisamment robuste pour que tu puisses stratifier tes données. C'est-à-dire que si tu as 2-3 points chez un propriétaire, mais que tu sais que la description de l'habitat est bien faite en cohérence avec les autres, tu vas pouvoir l'appliquer. Après, elle est assez simple à appliquer. Même un stagiaire en BTS est capable de l'appliquer. Mais c'est le même, je n'aurais pas dû dire même. Hein. À partir de ce niveau-là, je pense qu'on est capable de l'appliquer. Excusez-moi. Mais il faut que la carte d'habitat soit extrêmement robuste pour être sûr de ce que tu décris, parce que sinon, après, tu vas un peu mélanger pas mal de choses. Hein. Mais pour tous ceux qui sont en forêt, et moi je fais partie également du conseil scientifique du Seine-Normandie-Ouest, j'essaye de les pousser à, même s'ils ne sont pas en zone Natura 2000, d'utiliser cette méthode-là pour décrire au moins. Parce que pour l'instant, les milieux forestiers, c'est les grands oubliés de nos plans de gestion. La plupart du temps, on ne sait pas trop comment les prendre. Et cette méthode-là est faisable. Elle est faisable par quelqu'un qui n'a pas une grosse connaissance. Il faut peut-être une journée de formation. Mais après, elle est faisable. Mais elle est faisable sur une cartographie d'habitat précise, quoi. Merci. Question suivante. Alors, je parle de questions évidemment régulièrement. Alors, on va vous passer la parole tout de suite, bien sûr. Cela peut être aussi des retours d'expérience de terrain ou d'autres informations, témoignages de votre part, bien évidemment. Hein. Oui, Xavier Gate, Agence française pour la biodiversité. Une question pour Jérôme Ranvier. On a discuté un peu en aparté, mais c'est pour bénéficier de la réponse. L'explication de la chute des effectifs de canards pilés, qui est quand même assez énorme, quoi. Donc là, c'est vrai que ça interroge. Et puis, vous n'avez pas présenté dans vos analyses des résultats sur les groupes fonctionnels. Alors pourquoi? Parce que ça n'a pas marché, ou parce que vous n'avez pas eu le temps, ou parce qu'il y avait 10 minutes, je sais pas, voilà. Bon, réponse à la première question. Les évolutions d'effectifs de canards pilés, donc elles sont, là c'était uniquement de l'hivernage, donc c'est les comptages wetland du mois de janvier. Il y avait deux couleurs. La première, c'est parce que c'était les comptages wetland avant la création de l'équipe de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, donc c'était plus un travail de bénévoles, qui était très bien, d'ailleurs ils en ont compté beaucoup. Et puis après on voit une cassure. Cette cassure est due en fait largement à des travaux portuaires qui ont en fait fait disparaître le reposoir de haute mer. Donc il n'y avait plus de place pour les canards à marée haute. Donc voilà. Et les suivis derrière donc, ont été faits par une équipe mise en place pour le suivi de la réserve. Donc probablement quelque chose de plus complet en plus. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Le deuxième, oui, j'ai voulu mettre cet exemple-là parce que justement, dans un premier temps, en fait, le monde de la chasse s'est senti visé par ça. Quand les conclusions étaient de dire bah voilà, il n'y a plus de canards pilés. Alors que certes il y a une pression de chasse importante, mais il y avait aussi d'autres explications, quoi. Voilà. Et donc voilà, appliquer une méthode, ça permet avec tout le monde de se mettre autour de la table et qu'on arrive à une conclusion, quoi. Ouais. Voilà. Et la deuxième méthode, oui, c'est parce qu'il y avait 10 minutes, sinon on a travaillé sur des groupes fonctionnels. Donc tout à l'heure il y avait des résultats sur les oiseaux spécialistes des milieux agricoles, donc on a repris ça, mais en fait c'est un indicateur européen assez mal adapté à une interprétation locale, donc on l'a précisé et nous on a fait un indicateur des oiseaux prairiaux et aussi des oiseaux paludicoles. Donc on a fait les deux, on a des résultats, c'est vrai que j'aurais pu les mettre, j'ai trouvé que c'était plus simple d'expliquer une seule espèce. Donc on a des évolutions similaires en fait à celles qui ont été présentées, moins marquées que positives pour le fragmite des gens quand même, hein. Celle-là est très très forte. Mais j'ai pas eu en tête les résultats là parce que ça vient d'être fait, donc je peux pas vous dire, mais globalement on a plutôt visiblement des meilleurs résultats qu'au niveau national, si on regarde ça. Ce qui va aussi dans le sens de votre présentation.
Merci Géraud. J'en profite pour une autre question parce que je me posais cette question à l'introduction de votre présentation. Il y a combien de ZPS en France à votre connaissance? Vous savez à combien ça se monte? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question. Quelqu'un connaît ce chiffre apparemment. On vous laisse d'ailleurs nous dire qui vous êtes. Bastien Coignon du ministère et je crois qu'on a 402 sites. 402 sites, ok. Merci pour cet éclairage. Voilà, c'était l'occasion de savoir également où on se situe dans ces échelles. Autre question, autre intervention? Comme je vous disais, qui peut être aussi un témoignage ou un retour d'expérience. Oui, alors c'est Anne qui a peut-être une question ou un complément. Oui, puisque j'ai une minute. C'était une remarque suite à ce qui vient d'être dit, sur l'importance des clés d'interprétation des résultats. Je pense que c'est un besoin qui est partagé par les gestionnaires, par les chercheurs, etc. Et c'est un enjeu très important. Que doit-on acquérir comme information environnementale, paysagère, de gestion, de travaux pour pouvoir éclairer à la bonne échelle et sur la bonne maille temporelle les informations autour de la biodiversité, des espèces et des communautés? Je n'ai pas la réponse, je sais juste qu'il faut à la fois avoir une grande attention à cet aspect-là et avoir aussi une grande attention non seulement à la liste des critères ou des caractérisations à acquérir, mais aussi leur méthode et leur métrique, qu'on pourrait dire en jargonnant un peu d'expression, puisque autant que faire se peut, comme on disait, il faut que ça puisse être répétable et objectivable, donc avec au moins du semi-quantitatif et pas des choses trop à la louche. Voilà, c'était juste une remarque. Merci. Merci pour cette précision. Une dernière question peut-être. Voilà, on va vous laisser Bonjour, Benoît Béguet de la société IC. Je rebondis sur votre question des méthodes objectives répétables. Vous parlez de constituer des états de référence, de les suivre pour les pelouses, les prairies, des choses comme ça. Quid de la spatialisation? Est-ce que vous êtes dans votre projet Surpass, est-ce que vous allez intégrer de la télédétection, des SIG, des choses comme ça? Est-ce que vous êtes sensibilisé à la télédétection et à ce que ça pourrait faire pour vous aider justement à avoir des outils objectifs et suivis dans le temps? Merci de cette question. Alors c'est un vrai enjeu, on aimerait beaucoup, on sent bien qu'il y a un enjeu à la fois à être au plus fin, c'est-à-dire que nous on se pose beaucoup de questions sur le niveau d'organisation sur lequel faire porter l'évaluation. On parle d'habitat générique dans le cadre des cahiers d'habitat. Il est évident que les critères, que ce soit floristiques ou fonctionnels, ont beaucoup plus de sens au niveau de l'habitat alimentaire. Après, selon les pelouses, les types de pelouses et de prairies, un habitat alimentaire en termes de niveau d'organisation phytosociologique, ça peut être l'association, la sous-association, l'alliance. Enfin, on voit bien qu'on est dans des choses qui sont très hétérogènes. C'est pour ça que ce projet, il conduit à un fort besoin de typologie et de revisiter les aspects d'analyse de données floristiques. Voilà, ça c'est la première partie de la question. Donc, en ce qui concerne la spatialisation, on va se mettre ce qui nous intéresse, c'est de capturer déjà le grain le plus fin en termes d'organisation des couverts. Et puis ensuite, autant que possible, effectivement, intégrer la variabilité spatiale qui est petit 1 non explicite. C'est toute la variabilité intra-association, intra-habitat, pardon, pas forcément association, intra-habitat. Essayer de la faire parler. Est-ce qu'il y a du gradient écologique? Est-ce qu'il y a des contrastes de gestion là-dedans? Et puis ensuite, d'aller, si possible, à des niveaux supérieurs en termes spatial, mais sans doute pas jusqu'au paysage dans un premier temps, sachant que souvent la gestion, et ça c'est notamment des travaux de Grégory Loukougaraï qui l'a montré dans le Vercors, la gestion modifie pas toujours la liste des espèces, mais souvent le grain d'organisation de la végétation. Donc voilà, on aimerait aller vers ça, et après, voilà, c'est un programme en 3 ans, on a beaucoup à faire, et idéalement, on pense qu'on a beaucoup à réfléchir et sans doute à discuter avec les équipes du muséum sur le rendu qui pourrait être fait à l'échelle paysagère et à l'échelle du site, dans son ensemble. Merci beaucoup pour vos questions, vos premières contributions. Encore une dernière toute petite intervention. Non, juste encore Xavier Gate, Agence française pour la biodiversité, c'est pour Thierry. C'est, en gros, à la fin de tes résultats, tu montres que la tendance générale, c'est il faut regarder les espèces rudérales. Donc finalement, s'il y avait un suivi à faire sur le Coussou, est-ce que si on se concentrait sur simplement ces espèces rudérales, suffirait finalement à définir les grands axes de l'évolution ou pas? Oui, ça pourrait être des sortes d'espèces bioindicatrices, bien évidemment. On pourrait focaliser là-dessus, tout à fait.
Et pour rebondir sur la question précédente aussi, par rapport au suivi, puis sur cette question aussi, il y a bien sûr, les suivis doivent être bien sûr emboîtés, quoi. On voit des petites surfaces jusqu'aux plus grandes surfaces qui nécessitent des suivis de systèmes d'information géographique, mais on n'oubliera pas aussi que dans ces notions de Coussoul, alpage, sentinelle, etc., il y a aussi les pratiques qu'il faut renseigner. Donc on a aussi beaucoup besoin de sciences humaines, ça n'a pas encore été évoqué, via des enquêtes ethnologiques sur les pratiques pastorales, leur changement. Donc il faut bien avoir en tête l'aspect pluridisciplinaire, interdisciplinaire de ces suivis, et donc de l'importance de ces milieux observatoires qu'on va suivre régulièrement, sans problématique de modification derrière. Il faut bien identifier finalement les traits qui vont être amenés à être évolués, et dans ce cadre-là, effectivement, il y a une sélection à tous les niveaux qui doit se faire, et c'est toute la difficulté justement de lancer ces expériences au départ, quoi. Et c'est pour ça que l'opération Alpage Sentinelle, elle est remarquable, quoi. Bon, elle a déjà une dizaine d'années derrière elle, mais elle est vraiment remarquable. Oui, effectivement, Anne Bonis avait laissé orpheline une question tout à l'heure à laquelle elle va répondre tout de suite. Oui, c'était la question sur les aspects d'outils de télédétection. Il y avait l'aspect SIG qui renvoie à la notion de paysage, c'est un outil. Télédétection, on est conscient de l'intérêt que ça présente. On sait aussi que ce sont des données qui ont encore besoin pour la plupart d'être calibrées, c'est-à-dire qu'avant d'utiliser uniquement des données satellitaires, il faut d'abord les avoir bien calibrées avec des données de terrain. Et ça commence à être fait, mais ce n'est pas fait partout. Et une des limites pour l'instant à leur usage, c'est aussi la finesse, le grain spatial. Je parlais du grain d'organisation de la végétation. Souvent, les données satellitaires, ça s'améliore, mais c'est des grains qui sont supérieurs aux unités, à la localisation des végétations. Voilà, donc nous, ça, on n'exclut pas, par exemple, pour les suivis de biomasse, on va sans doute aller vers les aspects NDVI, etc., qui peuvent être acquis, mais voilà, tout dépend de la qualité des données disponibles. Merci beaucoup sur ce complément. Moi, je souhaitais juste partager une impression que j'évoquais de concert avec Philippe Dupont tout à l'heure sur la partie historique de vos travaux, le contexte historique, pour mettre les choses en perspective, comme l'a fait Hélène Herschel ce matin, qui évoquait une certaine maturité, une certaine stabilité du contexte pour envisager de bonnes conditions de travail. Et nous disions que même si certaines directives ont mis beaucoup de temps à émerger et à se mettre en place, il y avait quand même des initiatives, des impulsions européennes anciennes qui étaient encore en pleine, qui montraient toute leur force encore aujourd'hui et à l'avenir probablement, et sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui. C'est une impression qu'effectivement nous pouvions faire ensemble tout à l'heure, et je sais pas, voilà, c'était quelque chose qui me venait à l'esprit aussi à ce stade de nos conversations. Merci pour vos premières contributions, vos premières questions.